mesdames, merci d'être là. C'est un auditoire très, très intime, très intimiste. Donc, je suis ici pour présenter ce livre-là que vous voyez en chair et en os, si je puis dire. Donc, qui est intitulé « Un peuple de statues, la célébration sculptée des grands hommes ». Donc, je vais tout d'abord en quelques minutes présenter le plan de l'ouvrage pour que vous voyez de quoi il s'agit. Et ensuite, j'aborderai quelques grandes lignes, quelques grands points, parce qu'il est impossible de présenter l'ensemble de la teneur de ce livre en si peu de temps. Donc, comme vous le voyez, il y a tout d'abord une assez grosse introduction qui se rapporte aux hommes illustres, aux héros et aux grands hommes, et qui vise à demander pourquoi on tient tant, pourquoi on a tant tenu à statuifier des grands hommes, quel est le but de ces statues qui sont érigées sur nos places publiques. Et puisqu'on parle d'érection de statues, je vous apprends qu'hier encore, on a inauguré une nouvelle statue en France, à Ouistreham, la statue du commandant Philippe Kieffer, dont il a été beaucoup question ces derniers jours. Alors après cette introduction, la première partie est une présentation très générale des 3856 statues. Voilà Gaël Martin. Attends. Il n'y a pas foule comme vous voyez. Donc, présentation très générale des 3856 statues que j'ai repérées. 3856 statues érigées entre 1801 et 2018. Étant entendu qu'il m'est impossible de dire si ces près de 4000 statues représentent 50%, 75%, 90% de l'ensemble des statues de grands hommes inaugurées en France, parce que personne ne peut dire exactement combien de statues ont été érigées. On n'a aucune information statistique précise et fiable pour le XIXe siècle. La deuxième partie se rapporte aux initiatives, au choix du sculpteur, à la formation de comités et à l'approche des monuments eux-mêmes, avec une description de la gestuelle des personnages statuifiés et avec une étude assez fouillée sur les inscriptions, qui sont un élément absolument fondamental d'un monument. Et dans la troisième partie, donc intitulée « Des auteurs aux outrages », il est question de toute la vie de la statue, depuis le premier jour qui est celui de l'inauguration, jusqu'au bout de la vie de la statue, qui parfois peut se terminer très mal, comme sous Vichy, passer par de mauvais moments parce que les statues qui sont offertes à tout venant sur les places publiques, dans les jardins, sont souvent l'objet de mauvais traitements. On leur casse un nez, on casse une main, on casse des doigts, etc. Et puis par ailleurs, il y a tous les ravages de la pollution. Et enfin, la conclusion en forme de bilan. Et c'est à partir de cette conclusion bilan, surtout, que je vais travailler pour que vous ayez un panorama, que vous ayez une vision un peu générale des personnages qui ont été statuifiés. Alors je disais que dans l'introduction, il est question des hommes illustres, des héros et des grands hommes, et qu'on s'interroge sur la raison pour laquelle on a jugé bon de statuifier des statues et d'ériger des statues en nombre toujours croissant. Alors je vous lis ce petit texte. « La France a su de bonne heure que les grands souvenirs engendrent les grandes actions, que les ombres des hommes de génie aiment à révéler leurs secrets aux descendants qui les honorent. Aussi les images de nos grands hommes se sont dressées au sein de nos palais et sur nos places publiques. Le bronze et le marbre ont raconté partout l'héroïsme, le dévouement, le génie, et des fils se sont rencontrés qui étaient dignes des pères. Et ce généreux enseignement des grandes choses et des grandes pensées, qui atteste l'existence d'un grand peuple, signale et garantit un noble avenir. » Autrement dit, la statue est un objet
qui assure une fonction d'exemplarité, et on pense que contempler les traits d'un héros, d'un grand homme qui a vécu antérieurement, de lire les inscriptions qui se rapportent à ses grandes actions ou aux œuvres qu'il a écrites, cela servira à éduquer les générations futures et donnera envie aux jeunes citoyens d'imiter leurs ancêtres, leurs aïeux. Alors, cette exemplarité attachée à l'image des grands hommes, elle n'est pas propre au XIXe siècle, et le XIXe siècle, enfin le tout début du XIXe siècle, en statufiant ainsi des hommes illustres, des grands hommes, n'a fait que renouer avec une pratique de l'Antiquité, on pense à Plutarque et aux hommes illustres, et ensuite avec une pratique de la Renaissance. Alors, à la Renaissance, il n'y avait pas de statufication de grands hommes comme il y en a eu au XIXe et au XXe. Tout passait par les textes, par la gravure, par les estampes. Et c'est très progressivement qu'on s'est acheminé vers le phénomène de la statuaire publique à partir de la fin du XVIIIe siècle et plus véritablement donc à partir du tout début du XXe sous le Consulat. Le premier monument à un grand homme que j'ai repéré, c'est en 1801, donc sous le Consulat. Alors ce petit texte que j'ai lu, le petit texte que j'ai lu a été prononcé à l'occasion d'un appel à souscription pour la statue d'Ambroise Paré, qui est un grand chirurgien de la Renaissance, un grand chirurgien qui a œuvré notamment sur les champs de bataille. Et sa statue a été érigée à Laval, sa ville natale. Très souvent, on érige une statue dans la ville natale de la personne concernée en 1840. Mais un texte de ce genre, je pourrais en citer des dizaines. Alors, voici la statue d'Ambroise Paré, donc, qui est représentée, vous voyez, dans une pose méditative. Il se tient le menton, il a l'air de songer, et sa main gauche est appuyée sur une pile de livres qui correspond aux œuvres qu'il a écrites. Et le sculpteur qui a fait cette statue, donc inaugurée en 1840, est David d'Angers, un des plus grands sculpteurs du XIXe siècle. C'est d'ailleurs celui dont le plus grand nombre d'œuvres s'élèvent en place publique. Je ne parle pas dans les musées, dans les lieux clos ou autres, hein, je parle des places publiques. C'est David d'Angers qui m'a donné le plus grand nombre de statues. Alors David d'Angers a commencé par être un sculpteur, on l'appelle David d'Angers parce qu'il est d'Angers, son patronyme d'origine c'est David tout court. Son parcours est assez intéressant parce qu'il a commencé par être un sculpteur très classique et puis est passé progressivement à ce qu'on appelle la sculpture romantique, plus tourmentée, plus en mouvement, etc. Alors là, il y a un graphique qui donne une idée des inaugurations de statues depuis le début de ma période, 1801, jusqu'aux années les plus récentes. Alors vous voyez que d'une manière générale, on part de vraiment très très bas au début du XIXe siècle et qu'on va aller, alors bien sûr avec quelques dents de scie, mais globalement le mouvement va en augmentant. Hein, si on part donc du point zéro, là où on est en 1801, et vous arrivez à une apogée à la veille de la Première Guerre mondiale, 1911, et vous voyez que le paquet de traits avec les traits les plus élevés correspond en fait à la période en gros 1878-1914, qui est le moment de la Troisième République où on a le plus statufié. Alors vous voyez aussi se dessiner, ça c'est vraiment très intéressant, vous voyez se dessiner des creux particulièrement marqués qui correspondent aux guerres. Alors ici la guerre de 1870, ici la guerre de 1914-1918, et puis ici, la guerre de 1940-1945. Alors pourquoi les guerres? D'une part, parce qu'on n'érige plus de statues pendant les guerres, on a autre chose à faire.
mais d'autre part aussi parce qu'il y a des destructions. Alors des destructions dues à des bombardements, à des combats, notamment dans les zones du nord et de l'est de la France. Et en outre, la période 1940-1944, elle correspond à un grand trou, non seulement parce qu'il y a des destructions qu'on n'érige plus de statues, mais aussi parce que sous l'État français, donc sous Vichy, la décision a été prise par une loi de 1941 de faire refondre les statues de bronze pour récupérer le cuivre. Argument avancé, l'agriculture et l'industrie française avaient besoin de cuivre. En réalité, très vite, les statues de bronze déboulonnées, mais je n'ai pas le temps de vous en parler davantage, les statues de bronze déboulonnées, cassées en petits morceaux, partaient pour une fonderie de Hambourg et servaient à l'armement et à l'industrie allemande. Alors là, un autre graphique qui montre les différents types de monuments. Et vous voyez que le plus grand nombre de monuments est constitué de bustes. Alors, les bustes se présentent sous des allures extrêmement différentes parce que vous avez d'abord par la hauteur du buste lui-même, ça peut aller de 50 cm à 1,30 m, et aussi parce que le buste peut être tout seul, donc on a que le visage ou jusqu'à mi-poitrine de la personne représentée, mais qu'il y a aussi de nombreux bustes qui sont accompagnés de statues allégoriques. Une république, la France combattante, enfin bref, toutes sortes de statues allégoriques. Alors suivent les statues en pied, des bas-reliefs, des statues assises, et vous voyez un petit nombre de statues équestres. Il n'y a guère, grosso modo, qu'une centaine de statues équestres en France, qui sont en général érigées pour représenter des rois et des guerriers. Je n'ai trouvé qu'un seul personnage qui ne soit ni un roi ni un guerrier, c'est le maire de Cannes qui a été statufié à cheval, bizarrement, et en outre, ces statues équestres, pour des questions de souplesse dans la manière de construire, parce que, enfin, c'est exactement la possibilité de mouler, sont en bronze. Il y en a quelques-unes en marbre, par exemple le Louis XIII de la place des Vosges est en marbre. Il a fallu lui mettre un fût sous le ventre pour que ça ne s'effondre pas. Et celle du maire de Cannes dont je parlais tout à l'heure, André Capron, est en porphyre, ce qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors j'ai mis ici une photographie d'une de la centaine de statues équestres en France, une des plus célèbres. Elle représente Vercingétorix. Nous sommes ici à Clermont-Ferrand. Le sculpteur est Bartholdi. Donc c'est une œuvre de bronze. Vous voyez le cheval. Alors c'est très intéressant. On a assez peu de statues équestres comme ça. Vous en verrez une autre tout à l'heure. Aucune patte du cheval ne repose sur la terrasse de la statue. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle parfois le galop volant. On s'interroge d'ailleurs sur le réalisme scientifique en quelque sorte de la statue. Des spécialistes de l'équitation scrutent ce genre de statue pour savoir si vraiment un cheval se trouve parfois dans une position pareille. Mais ça n'a été possible qu'à partir du moment où l'anglais Muybridge et puis un français dont j'ai le nom sur le bout de la langue, mais là il ne me vient pas, ont décomposé les mouvements accomplis par des corps en action, et notamment par les chevaux, pour voir comment les pattes se positionnent dans les différentes actions du trot, du galop ou de la marche. Alors là, donc, je vous l'ai dit, nous avons une statue de Bartholdi, inaugurée en 1903 à Clermont-Ferrand, dans une atmosphère d'ailleurs totalement pittoresque et invraisemblable. Et la statue était bien antérieure, elle a été terminée dans les années 1870. Mais elle est restée longtemps à l'état de maquette en plâtre, et elle a été, enfin, de plâtre grandeur nature, je veux dire, pas de maquette, et elle n'a été coulée dans le bronze qu'assez tardivement, et il a fallu encore du temps pour l'amener à Clermont-Ferrand. Donc là, nous sommes tout près du plateau de Gergovie, où Vercingétorix avait remporté une victoire, alors qu'à Alésia, on aura un Vercingétorix en pied,
sur le lieu de son désastre. Alors à partir de maintenant, vous allez voir un certain nombre de tableaux qui montrent quelles sont les périodes représentées, parce que toutes les statues que vous allez voir ont été inaugurées entre 1801 et 2017 ou 2018, mais elles se rapportent à des gens qui ont vécu à des périodes extrêmement différentes. Ça peut être l'Antiquité, le Moyen-Âge, etc., etc. Donc là, dans un premier temps, nous allons voir quelles sont les périodes le plus représentées dans la statuaire publique. Et plus on va avancer vers la période contemporaine, plus on va voir que ces statues sont en nombre important. Alors tout d'abord, Antiquité et Moyen-Âge, vous voyez très peu de statues pour l'Antiquité, une vingtaine, qui représentent du personnage du monde grec, du monde romain, mais également du monde gaulois et du christianisme primitif, c'est-à-dire des statues de saints et de saintes des premiers siècles du christianisme. Vous en verrez une tout à l'heure. Le nombre augmente un petit peu avec le Moyen-Âge, 260, mais pour ma part, j'en ai repéré 124 représentant Jeanne d'Arc. Vous voyez que le Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, là on est vraiment dans le bas Moyen-Âge avec Jeanne d'Arc, aurait été infiniment moins riche s'il n'y avait pas eu toutes ces statues de Jeanne d'Arc. Moi j'en ai repéré 124, mais d'après une collègue, il en existe 149, ce qui veut donc dire que je ne les connais pas toutes. Et ici, donc vous avez à Nîmes une statue d'Antonin le Pieux, l'empereur romain Antonin le Pieux. Pourquoi ? Parce qu'Antonin le Pieux était né à Nîmes. Donc cette statue en marbre, qui ressemble beaucoup à des statues qu'on peut retrouver sur le Forum romain, est l'œuvre d'un sculpteur qui a beaucoup œuvré dans le midi de la France, et notamment dans le département du Gard et départements circonvoisins. Et cette statue date de 1874. Donc voilà l'exemple que j'ai saisi pour l'Antiquité. Et maintenant, on va voir un exemple du Moyen-Âge. Donc le roi Saint-Louis à Aigues-Mortes. Là, donc on n'est pas dans une ville natale, on est dans une ville qui marque un haut fait, puisque c'est d'Aigues-Mortes que Saint-Louis est parti pour sa croisade. Alors cette statue a été érigée donc en 1849. Donc je souligne cette date de 1849 parce qu'en 1849 on est sous la Seconde République. Donc on peut être étonné de voir une statue de roi érigée sous la Seconde République, mais c'est parce qu'il faut du temps pour ériger une statue entre le moment où l'idée naît dans l'esprit d'une personne ou d'un groupe de personnes, le moment où le comité d'initiative se forme, où on a le sculpteur, où on a rassemblé les fonds, où on arrive à couler la statue, et l'inauguration. Il se passe, c'est très rare qu'il y ait une seule année. C'est en général plusieurs années, parfois plus de 10, plus de 15. Ça peut être très 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 long. Et donc, cette statue de Saint-Louis, elle n'a pas été commandée par la Seconde République. Elle a été commandée sous la monarchie de Juillet. Mais elle n'a vu le jour que sous le régime suivant. Et ça, c'est très net tout au long du XIXe siècle, qui a connu une série de révolutions et de coups d'État. Donc, on a beaucoup de statues qui ont été, au XIXe siècle, qui ont été inaugurées alors que c'était un régime antérieur qui les avait commandés. Mais on peut simplement observer que la République a été bonne fille, parce qu'elle aurait pu se dire « statue de roi, on abandonne ». Non, toutes les statues de roi et de reine commandées sous la monarchie de Juillet, notamment les grandes statues de reines du Jardin de Luxembourg à Paris, ont bien été inaugurées. Alors, pour la Renaissance, qui est une période assez courte, la Renaissance en fait c'est le XVIe siècle, donc on a 140 monuments, moins qu'au Moyen-Âge 260, seulement le Moyen-Âge, ce qu'on appelle le Moyen-Âge c'est 1000 ans, la Renaissance c'est 100 ans, enfin un siècle en gros. Donc vous voyez que proportionnellement le nombre de personnages représentés est croissant en effet, et donc on va trouver comme personnages de la Renaissance des rois et des guerriers qu'on va trouver tout au long de la période, des écrivains idem tout au long de la période. Bon là je vous en ai mis quelques-uns, Clément Marot dans sa ville natale à Cahors, Ronsard en Touraine, Du Bellay en Touraine également, Rabelais qui est un des écrivains les plus statufiés, que l'on va trouver
dans la ville où il était curé, à Meudon, dans la ville où il a fait ses études de médecine à Montpellier, près de sa ville natale à Chinon. Enfin, les lieux se différencient. Alors, des grandes figures de l'humanisme comme Montaigne, dans sa ville natale, Périgueux. Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, excusez-moi, j'ai dû faire un geste qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Alors, 2 exemples de statues de la Renaissance. Bayard, par Ragy, à Grenoble, en 1823. Et alors, si vous observez le piédestal, vous voyez ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, les statues offertes à tout venant sur les places publiques, et un certain nombre de vandales font n'importe quoi avec les statues, et ici quelqu'un a jugé bon de projeter de la peinture ou de l'encre noire sur le piédestal de marbre, et ainsi d'ailleurs d'abîmer l'inscription qui s'y trouve. Et à côté, je parlais des humanistes de la Renaissance. Nous avons un humaniste moins connu que Montaigne, bien sûr, Étienne Delay, qui était humaniste, écrivain, imprimeur, et qui a été, pour des faits liés à la religion, il a été accusé d'athéisme, il a été condamné au bûcher, et il a été tout d'abord étranglé puis brûlé, place Maubert à Paris. Et si vous avez ici une carte postale et non pas une photographie, c'est parce que la statue n'existe plus. Elle fait partie de ces statues refondues sous Vichy. Le piédestal, comme dans un certain nombre d'autres cas, le piédestal est resté assez longtemps en place. Et puis, dans les années 1970, il a fallu réaménager la place Maubert, et le piédestal a totalement disparu. Donc, plus rien actuellement ne rappelle le souvenir d'Étienne Delay sur la place Maubert, qui est le lieu de son supplice au mois d'août 1546. Et vous observez, là nous avons 2 dates très intéressantes. Bayard, héros royal par excellence, 1823 sous la Restauration, donc sous le règne de Louis XVIII. Et ici, Étienne Delay, victime de l'Église, martyr de la libre pensée, honoré par la République en 1889, qui n'est pas n'importe quelle date, puisque c'est le premier centenaire de la Révolution française. Alors ensuite, nous passons au XVIIe et XVIIIe siècle, où nous allons retrouver notre kyrielle de rois, de guerriers, avec beaucoup de marins et de corsaires pour le XVIIIe siècle, des écrivains, j'ai fait une ligne particulière pour les écrivains des Lumières. Voltaire a plusieurs statues, Diderot également, Rousseau également, des explorateurs. On commence à voir apparaître des savants et des ingénieurs, donc j'en ai mis 2 parmi les plus connus, Denis Papin et la découverte de la puissance de la vapeur, donc qui est statufiée à Tours, sa ville natale, et Riquet, qui est statufié dans 2 villes. Riquet, c'est l'homme qui a conçu et fait réaliser le canal des 2 mers, qu'on appelle maintenant le canal du Midi, et il est statufié à la fois à Riquet, à Béziers, et à la fois à Toulouse. Et puis des saints et des ecclésiastiques. Alors là, c'est intéressant parce que le XVIIe siècle est ce qu'on appelle en France, dans l'histoire de l'Église, le siècle des saints. Il y a de très très grands saints du XVIIe siècle et de grands prédicateurs. Donc ici, j'ai cité le cas comme saint, j'aurais pu mettre saint François de Sales, par exemple, saint Vincent de Paul. Bon, là, j'ai mis les prédicateurs, Bossuet, Fénelon. Qu'est-ce que je fais? Et Massillon, pardon. Alors, 19e siècle, là, on a le plus grand nombre de monuments se rapportent à des hommes du 19e siècle, et souvent des statues érigées au XIXe siècle. Donc c'est un siècle qui s'est largement auto-célébré. Alors on va retrouver toutes les catégories des périodes précédentes, et parmi les guerriers et les militaires, j'ai insisté sur 2 catégories de gens. D'une part, les militaires des guerres coloniales et notamment de l'Algérie,
avec le maréchal Bugeaud, qui a été statué, là encore dans sa ville natale, à Limoges. Et c'est d'ailleurs la seule ville qui a été... attendez, je suis en train de demander si c'est Limoges ou Périgueux. C'est Périgueux, excusez-moi, c'est pas Limoges, c'est Périgueux. C'est la seule statue de Périgueux qui a été conservée alors que Vichy envoyait à la refonte toutes les autres statues, c'est celle du maréchal Bugeaud. Le maréchal Pétain avait une admiration pour le maréchal Bugeaud, d'une part parce que c'était un maréchal, donc c'est une connivence entre deux maréchaux de l'armée, et aussi parce que Bugeaud aimait l'agriculture, aimait la terre et a promu en Algérie le modèle du soldat laboureur. Et que, comme vous le savez, le maréchal Pétain disait que la terre était la seule chose qui ne mentait pas, enfin la seule vraie valeur. Donc héros des guerres coloniales, donc Bugeaud statué à Limoges, mais également en Algérie, et beaucoup d'autres militaires ont été statués en Algérie, et toutes ces statues, à l'exception de quelques-unes qui ont été détruites par le FLN ou des combattants divers, donc les statues françaises érigées en Algérie ont en général été rapatriées en France en 1962 ou dans la période suivant immédiatement. Et nous avons également les héros de la guerre de 1870-1871, notamment d'Enfer Rochereau, connu par ailleurs pour la défense de Belfort, la défense de Belfort, et le fameux lion qui est sculpté à Belfort et que l'on retrouve dans le bronze à Paris dans le 14e arrondissement, et puis également le général Marguerite, parce que c'est le général qui a mené la charge à cheval extrêmement célèbre à Réchauffen, où il y a laissé la vie par ailleurs. Large place donc réservée aux hommes politiques, tout type de régime confondu, aux artistes, aux savants, aux ingénieurs. On voit apparaître des monuments à Eiffel, à Marc Seguin, qui a inventé la chaudière tubulaire pour le chemin de fer, des entrepreneurs, Schneider, au Creusot, où il y a des statues des différentes dynasties de Schneider, Eugène I, Eugène II, Henri, etc. Et puis, on a également des statues de philanthropes qui sont honorées. Alors, pour des hommes du 19e siècle, j'ai mis deux statues. Pasteur à Dole, donc statue inaugurée en 1902. Alors vous avez ici deux monuments avec des statues allégoriques très intéressantes. Donc un monument de bronze, donc Pasteur en pied qui là encore, comme Ambroise Paré tout à l'heure, semble dans une attitude un petit peu méditative et de réflexion, et qui est accompagné de plusieurs statues allégoriques. La jeune femme qui le montre, qui tend le bras vers lui, est une incarnation de la science, et l'autre personne, bon, que vous voyez peut-être pas très très bien, c'est une mère, vous voyez, à la poitrine totalement affaissée, qui tient qui est un enfant dans son giron, et qui est accompagné d'un autre enfant, et cette présence de la mère avec ses enfants et la science qui lui montre Pasteur, c'est une allusion à tous les vaccins inventés par Pasteur et au fait que grâce à ces vaccins, la vie d'enfants a été sauvée. Alors à côté, nous avons un monument en marbre représentant Jean Jaurès. Alors vous arrivez à voir sans doute sur la photo que le jour où le photographe qui a travaillé pour moi a pris la photographie, un petit malin était monté sur la statue et avait mis un bandeau noir sur les yeux de Jean Jaurès. Alors, bon, on ne sait pas ce que ce geste pouvait signifier dans l'esprit de celui qui l'a accompli. Ce qui est certain, c'est que grimper comme ça sur une statue, c'est dangereux pour la statue parce que c'est comme ça qu'on trouve des mains cassées, des éraflures sur le marbre, et quand il y a une éraflure sur une statue, les poussières s'y mettent, le lichen s'y met, etc. Et par ailleurs, c'est dangereux. Ces derniers temps, il y a eu au moins 3 cas de personnes tombées d'une statue, 2 blessés grièvement et un jeune homme qui est mort. C'était pas une statue de grand homme, c'était la statue de la République à Paris. Il s'est écrasé sur le sol et il y est resté. Alors, Jean Jaurès,
lui est accompagné de 4 travailleurs. Il y en a un dont on ne voit que le chapeau et le bras droit. C'est un homme qui tient une faux, donc on a le paysan, il y a un verrier, il y a un forgeron et il y a un mineur. Donc, alors ce monument, il y a une coquille. C'est pas dynamité en 1911, c'était dynamité en 1981. J'avais pas vu, j'ai fait une coquille. Il a été dynamité en 1981 et on a trouvé des inscriptions à côté. Donc, au début, on a pensé que c'était des gens d'extrême droite qui l'avaient dynamité. En fait, c'était des anarchistes, un groupe d'anarchistes qui avait pris le nom des anarchistes du Grand Soir. Et en dynamitant cette statue de Jaurès à Carmaux, ils ont voulu manifester leur mécontentement parce que dans l'amnistie présidentielle suivant l'élection du mois de mai, Mitterrand n'avait pas inclus des anarchistes qui étaient emprisonnés pour des faits divers. Et donc pour se venger de cette absence d'amnistie, les anarchistes du Grand Soir ont dynamité Jaurès. Jaurès était totalement, vraiment détruit. Et les têtes des 4 travailleurs étaient explosées également. Donc il y a eu à ce moment-là tout un grand débat entre historiens et Jean de Carmaux pour savoir si on faisait le monument à l'identique ou si on le refaisait de manière nouvelle. Parce que dans les années 80, on était dans une période de creux. Oui, je ne vous ai pas montré tout à l'heure sur le graphique, mais on a également une période de creux pour les années 60, 70, 80, qui correspond, enfin plus exactement de décroissance, qui correspond à un moment où, sous l'influence de l'art conceptuel, de l'art minimaliste, cette statuaire figurative et réaliste paraissait totalement dépassée, ringarde, comme on dit un peu familièrement, et on érigeait des monuments aux grands hommes qui présentaient un caractère à valeur conceptuelle. Donc après beaucoup de débats, cette statue, ce monument a été fait à l'identique. Alors nous arrivons à la dernière période qui est représentée, où là on a un petit peu moins de monuments que pour le 19e, donc 20e et début 21e. Donc là on a bien sûr, alors je les ai mis en premier, en fait on a plus d'hommes politiques, mais ce qui est intéressant, c'est bien sûr le souvenir de la Première Guerre mondiale à travers les figures des généraux, des maréchaux, parfois d'officiers d'un grade inférieur, voire de simples soldats, mais les plus statufiés des militaires de la Première Guerre mondiale ont été le maréchal Foch, qui a été vraiment beaucoup statufié, souvent d'ailleurs avec des statues équestres. Vous en verrez une tout à l'heure qui n'est pas équestre mais en pied. Le maréchal Joffre, le général Barbeau, le général Mestre, vous le verrez également. Et puis alors, au passage, je vous signale 2 autres combats. On trouve des commandants, des capitaines, etc. Mais on trouve aussi, ce sont 2 monuments assez intéressants. D'une part, à Auxerre, le monument du doyen des poilus, un homme qui s'appelait Charles Surugue, qui s'est engagé à plus de 70 ans et qui a combattu à plus de 70 ans. Il a son monument à Auxerre. Et puis, à Toulon, je crois, le monument du plus jeune mort de la Première Guerre mondiale, qui était un jeune Italien dont les parents étaient des réfugiés économiques venus en France dans les années 1900. Et le gamin voulait absolument s'engager pour combattre pour la France. Et donc, il a réussi à se faufiler sur un bateau qui partait pour les Dardanelles. Et à peine le bateau avait accosté, les hommes étaient sortis et étaient partis au combat. Il s'est lancé en tête et il est mort dans les 5 minutes. Et voilà, donc le plus jeune mort de la Première Guerre mondiale et le doyen. Alors, on a bien sûr des monuments aux résistants. Là, j'ai beaucoup insisté sur les monuments aux résistants dans mon livre. Les combattants de la France libre, le général de Gaulle. Alors, pour le général de Gaulle, c'est un peu particulier parce qu'on ne sait pas trop si de Gaulle est statufié en tant comme du 18 juin, s'il est statufié en tant que président de la Ve République, si les deux sont mêlés.
Et le vêtement qu'il porte, donc soit vêtement civil, soit uniforme, ne permet pas toujours de bien démêler les choses. Alors des personnalités politiques, pour le XXe siècle, j'ai mis l'exemple de Mendès France et de Pompidou. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec les statufiés du XXe siècle, on voit de plus en plus apparaître des gens qui relèvent maintenant de ce qu'on appelle un registre people, c'est-à-dire des chanteurs, des vedettes. Par exemple, à Paris, on a des bustes de Dalida, d'Edith Piaf, de Barbara. Une statue de Johnny Hallyday a été érigée à Viviers au mois de juin 2018. Yves Montand est à Marseille, Claude Nougaro est à Toulouse. Alors des sportifs également, on a Marcel Cerdan, Raymond Coppa, dont la statue a été inaugurée à Reims devant le stade qui porte son nom, c'était sa ville natale. Sa statue a été inaugurée en décembre 2018. Et donc là, j'ai mis un des exemples de résistants. Alors, plutôt que de prendre un des très grands résistants connus, parmi les plus connus, j'ai préféré prendre un résistant qui n'est connu en fait que localement, mais des résistants qui sont connus uniquement à l'échelle départementale ou régionale. On en a quand même beaucoup comme ça, et j'ai trouvé intéressant de le mettre en lumière. À Camille Blaiseau, donc 1881-1945, avocat à la Cour, député de Caen, engagé volontaire en 1914, ancien ministre, conseiller général du Calvados, mort en déportation à Dachau le 24 janvier 1945. Vous voyez un de ces bustes où nous n'avons strictement aucune statue allégorique et nous avons simplement la tête. Alors, vous voyez aussi, tout à l'heure je parlais des inscriptions, vous voyez, si on avait simplement, comme il existe sur certains piédestaux, uniquement l'inscription à Camille Blaiseau 1881-1945, ça ne nous dirait pas grand-chose. Il y a très souvent sur un piédestal, on ne trouve que le nom et les dates. Et donc là, l'inscription est tout à fait fondamentale parce que le passant peut tout de suite voir de qui il s'agit. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la statue de Claude Nougaro. Donc, voilà Claude Nougaro à Toulouse, par Sébastien Langlois, qui est un relativement jeune sculpteur, on va dire, qui est devenu le sculpteur quasi officiel de la ville de Toulouse et des environs, où il a érigé beaucoup de statues. Et alors, là, vous voyez, Claude Nougaro est en pied, mais il est en pied, non seulement il n'y a pas de piédestal, mais en plus, il n'y a pas de terrasse. La terrasse de la statue, c'est la partie quadrangulaire de bronze ou de marbre qui se trouve entre le piédestal et les pieds de la statue en pied ou du buste. Donc là, ni piédestal ni terrasse, et c'est très à la mode, on va dire actuellement. Disons que la tendance actuelle, c'est de représenter les grands hommes sur un piédestal qui se fait de plus en plus petit quand il en reste un. Par exemple, on a un Jean Jaurès à Montpellier, qui est d'ailleurs une réplique du Jean Jaurès de Castres. À Castres, il est en marbre, à Montpellier, il est en bronze. À Castres, je vous dirais que le piédestal doit bien être haut comme ça. À Montpellier, le piédestal est peut-être comme ça. On est quasi à hauteur de Jean Jaurès. On a l'impression qu'on va pouvoir lui serrer la main. Et maintenant, on va encore plus loin parce que le piédestal est totalement abandonné, de même que la terrasse. Alors, ça, d'une part, ça traduit la différence fondamentale qui existe maintenant entre les citoyens et les grands hommes. Tout à l'heure, quand je vous ai lu le texte relatif à Ambroise Paré, je vous ai montré à quel point ces grands hommes étaient admirés, devaient avoir une fonction exemplaire. C'était des hommes que l'on vénérait, que l'on admirait, et on les admirait pas seulement en esprit, on les admirait aussi visuellement. Et pour bien montrer qu'on les admirait, on les plaçait en hauteur, et le citoyen levait les yeux vers lui, justement dans un regard de vénération. Maintenant, quand la statue est posée à même le sol, c'est vraiment, j'allais dire, copain-copain. Enfin, il est à la même hauteur. On n'a plus à lever les yeux pour l'admirer. Il est à hauteur d'homme, à hauteur Dieu. Mais l'autre chose à souligner avec ces statues sans piédestal et sans terrasse,
c'est qu'elles sont beaucoup plus que les autres statues offertes à toutes les imbécilités qui peuvent se produire ou aux accidents. Par exemple, Claude Nougaro, il y a quelques mois, a été renversé par un camion de la municipalité d'ailleurs qui faisait une manœuvre sur ce parvis et le conducteur ne l'a pas vu, l'a accroché. Claude Nougaro a été précipité au sol et voilà, donc il a fallu le restaurer, le remettre. Alors maintenant, et là on arrive à la dernière partie de cette présentation, où j'ai fait une autre forme de présentation en passant par une classification par genre, donc homme-femme, puis ensuite une classification par fonction. Alors, classification par genre, on a affaire à quelque chose de vraiment très intéressant. On parlait de machisme, de phallocrate, etc. tout à l'heure. Sur les 3856 statues, il y en a 282 qui sont sur des monuments dédiés à des femmes. Et n'oubliez pas que dans les 282, il y a 124 Jeanne d'Arc. Donc, vous ne laissez qu'une Jeanne d'Arc, vous voyez que le pourcentage, là, on est à peine plus de 7% de statues. Vous enlevez 123 des 124 Jeanne d'Arc, le pourcentage baisserait encore plus du nez. Alors, ces femmes qui ont été statuifiées, c'est pour beaucoup des reines et des saintes, hein, c'est la majorité. Mais on trouve également des héroïnes diverses, donc là j'ai mis quelques noms, Jeanne Hachette de la guerre de 100 ans, Louise de Béthigny pour la guerre de 14-18, Édith Cavell également, des actrices, la Clairon qui est une actrice de l'Ancien Régime, et des chanteuses actuelles, je vous ai donné des noms tout à l'heure. Et alors, si on cherche du côté des fonctions maintenant, de la fonction exercée par les personnages statufiés. Dans l'ordre, on va trouver successivement des hommes politiques. D'ailleurs, je n'ai pas rangé les rois dans les hommes politiques parce que j'ai estimé que les rois font bien de la politique, certes, mais ils ne sont pas devenus hommes politiques par choix. Ça leur a été imposé par leur naissance. Donc, dans hommes politiques, j'ai mis les personnalités qui ont vraiment voulu faire de la politique et se sont tournés vers le majorat, vers la députation, etc. Donc, hommes politiques, écrivains, militaires, médecins chirurgiens, peintres et sculpteurs, ecclésiastiques, ça a été une de mes surprises, de voir l'importance. Par exemple, si je prends les peintres seuls ou les sculpteurs seuls, j'ai plus d'ecclésiastiques que de peintres, plus d'ecclésiastiques que de sculpteurs. Des inventeurs et des ingénieurs, puis après on a toutes sortes d'autres catégories de plus en plus réduites. Ça, ce sont les catégories les plus importantes. Alors maintenant, je vais vous montrer donc quelques photos correspondant donc à ces diverses catégories. Donc voilà Sainte Reine, qui est une sainte bourguignonne, qui a reçu un culte extrêmement important, le pèlerinage de Sainte Reine à Alice Sainte Reine. Hein, quand on dit Alésia maintenant, en fait c'est Alice Sainte Reine, et Sainte Reine est une figure centrale à côté de Vercingétorix, c'est une figure centrale du lieu. Donc là, c'est une statue en marbre qui est assez belle, assez gracieuse, donc datant de 1892. Ici, il y a une statue qui n'est pas reproduite dans le livre parce que c'est une statue très récente, 2002, et que le sculpteur est mort, donc il aurait fallu que je retrouve ses ayants droit pour avoir le droit de représenter la photo. Bon, Anne de Bretagne, il y a pas mal de... Anne de Bretagne, qui a été donc duchesse de Bretagne, qui a été reine de France, puisqu'elle a été l'épouse de deux rois, Charles VIII et Louis XII, est statuée dans plusieurs villes de Bretagne. Bon, ici, elle est à Nantes. J'aime beaucoup. Et vous voyez, on retrouve le même type de statue qu'avec Claude Nougaro. On n'a pas de piédestal, on n'a pas de terrasse. Et Anne de Bretagne semble marcher directement sur les pavés de cette cour. Alors, que je vous montre enfin une Jeanne d'Arc. Alors, j'ai pris cette statue parce qu'on retrouve là
donc une statue équestre qui peut évoquer celle que vous avez vue tout à l'heure de Vercingétorix par Bartholdi, parce que les pattes ne touchent absolument pas la terrasse de la statue, et que comme avec Vercingétorix tout à l'heure où on avait un soldat romain couché sous le cheval, là on a un soldat anglais qui est couché sous le cheval. Alors cette statue, donc, qui se trouve à Chinon, malheureusement, elle a été photographiée par un temps très très gris, comme vous pouvez le constater. Elle a été extrêmement discutée. Elle fait partie de ces statues très discutées dont je parlais tout à l'heure sur la base des travaux de Muybridge et de mon autre français, là, dont le nom m'échappe toujours, pour savoir si vraiment un cheval pouvait jamais se trouver dans cette position. Et lorsque la statue a été inaugurée, un général de cavalerie a beaucoup glosé sur cette statue et sur la position de Jeanne d'Arc. Il disait si jamais Jeanne d'Arc avait été dans cette position sur un cheval, elle aurait été très vite éjectée, l'épée d'un côté, l'étendard de l'autre, etc. Bon, mais c'est une statue qui est vraiment très très intéressante par la position justement du cheval. Alors, je vous parlais des monuments alors, on reste là sur les périodes représentées. J'avais parlé de la Révolution. Donc ici, nous avons Danton. Alors là, on a un cas intéressant parce que, alors c'est ce qu'on appelle quand on voit, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont représentés dans cette attitude. C'est ce qu'on appelle les statues au bras tendu. Alors, il y a une interprétation que je trouve pour ma part un peu échevelée, qui tend à dire que les statues de républicains qui ont un bras tendu comme ça désignent la République idéale de l'avenir. Moi, je dirais que Danton, tout simplement, désigne la direction de la frontière, puisqu'on est au moment du départ des volontaires et tout ça. C'est peut-être plus terre à terre comme explication. Alors, Danton était né à Arcis-sur-Aube, et c'est là qu'il a été statufié primitivement, mais il y avait eu un concours pour faire la statue de Paris, parce qu'il y a aussi une statue à Paris, et le sculpteur qui a eu le 2e prix pour la statue de Paris, et qui était natif des environs de Tarbes, a convaincu la ville de Tarbes de lui acheter sa statue boudée par Paris pour la mettre sur une place de Tarbes, où il y a quelques années, le maire républicain voulait d'ailleurs la retirer pour la mettre dans un musée, enfin la retirer de la place publique. Je ne sais pas bien où on en est pour cette affaire. Alors, et donc là, nous avons aussi la catégorie, donc catégorie révolution et catégorie homme politique. Nous passons à la catégorie écrivain avec un beau La Fontaine en marbre qui date de la Restauration, qui a été offert par Louis XVIII à Château-Thierry, qui était la ville natale de La Fontaine, et où il y a d'ailleurs des fêtes La Fontaine qui se déroulent régulièrement, encore actuellement, autour de qui intègrent cette statue dans le déroulement des fêtes. Donc c'est une statue de marbre avec un seul élément de bronze qui est la plume que La Fontaine tient dans sa main. Alors tout à l'heure je vous parlais des maréchaux et généraux de la Première Guerre mondiale. Alors là nous avons à droite, donc j'ai pas mis un maréchal Foch équestre comme il est à Lille, à Cassel et encore dans d'autres endroits. J'ai mis un maréchal Foch en pied par Maxime Réal d'Elsarté, qui est un sculpteur important du 1er 19e siècle, un ancien combattant de la Première Guerre mondiale qui a perdu l'usage d'un bras, ce qui est quand même très ennuyeux pour un sculpteur, mais il a continué de sculpter. Par ailleurs, c'était un homme d'extrême droite qui appartenait à l'Action française. Il a fait beaucoup de statues de Jeanne d'Arc. On a pas mal de Jeanne d'Arc par Maxime Réal d'Elsarté. Et donc là, à Pau, il a fait le maréchal Foch. Alors ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, sur les manches de la capote du maréchal Foch, on voit ces étoiles de maréchal. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Là, on voit les étoiles, comme ça, les étoiles de maréchal. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce monument de pierre, c'est toutes les croix qui sont couchées sur le socle, qui évoquent bien sûr tous les morts de la Première Guerre mondiale. Puis alors, à côté, vous avez la statue d'un général moins connu, le général Paul Mestre,
donc à Ablain-Saint-Nazaire, également un monument en pierre. Et là, ce que je trouve très très intéressant, et je ne connais pas d'autres monuments qui soient conçus de cette manière-là, c'est que sur le même monument sont associés le général commandant un corps d'armée et le poilu qui a combattu. Et en général, le plus couramment, on a un maréchal ou un général tout seul. Les poilus, on les a sur les monuments aux morts. Dieu sait si on a des centaines et des centaines de monuments aux morts qui sont organisés avec la statue d'un poilu. Mais un monument qui associe comme ça un général et un poilu, c'est le seul que je connaisse, et je trouve ça extrêmement touchant comme attitude. Alors, je vous avais cité donc les statues de résistants et de combattants de la France libre. Donc là, j'ai mis le monument du maréchal Leclerc de Haute-Cloque à Strasbourg. Donc ici, c'est un détail. Ce monument, c'est un très très grand obélisque qui s'élève vraiment très très haut. Et vous avez le maréchal Leclerc, qui est mort dans un accident d'avion. Je suppose que c'est pour ça, au-dessus de l'Afrique du Nord, je suppose que c'est pour ça qu'il a été représenté avec des ailes, et donc 2 statues allégoriques qui semblent le porter, et je trouve ce monument personnellement très très beau. Et puis, enfin, dernière statue que j'ai choisie, c'est pour illustrer le groupe des ecclésiastiques. Je vous ai dit près de 200 ecclésiastiques en France. Alors souvent, c'est de grands prédicateurs. Ça va être Bossuet à Dijon, sa ville natale, Fénelon à Périgueux, Monseigneur d'Ingambert à Carpentras, Monseigneur Belzins à Marseille. Et alors là, Monseigneur Belzins, c'est pas en tant que prédicateur, c'est parce que lorsqu'il y a eu la grande peste à Marseille en 1720-1721, au lieu de fuir la ville comme faisaient les puissances et les pouvoirs de la ville, il est resté et a assisté tous les pestiférés en payant beaucoup de sa personne. Alors Monseigneur Affre, donc, qui est ici dans l'Aveyron à Saint-Rome-de-Tarn, c'est encore une autre affaire. Monseigneur Affre est l'archevêque de Paris qui est mort sur les barricades en juin 1848 lors de la grande insurrection ouvrière, donc de la fin juin, où Monseigneur Affre est venu pour essayer de séparer les combattants. Il s'est rendu au pied d'une barricade et a essayé d'arrêter les combats et de se placer entre les combattants de la barricade et l'armée, donc, qui essayait de réduire la dite barricade. Une balle est partie et l'a touché, il est mort dans les heures qui ont suivi. Et maintenant, on est à peu près certain, à partir d'études de balistique qui ont été faites, d'études des lieux, de position de la barricade, de la manière dont l'archevêque a été frappé, on est quasiment certain que la balle était partie d'un des insurgés, volontairement ou par accident, ça on ne le sait pas. Et donc là, Monseigneur Affre est représenté en conciliateur, en train d'essayer d'arrêter les combats. Donc vous voyez, il tend la main comme pour dire arrêtez, arrêtez, et de l'autre main, il brandit un rameau d'olivier qui est donc l'emblème de la paix. Alors cette statue, donc inaugurée à Saint-Rome-de-Tarn, qui est le village natal de Monseigneur Affre, a eu sa réplique à Rodez une dizaine d'années après, exactement la même statue. Et par ailleurs, Monseigneur Affre, bizarrement, a été statuifié également en Algérie, parce qu'en Algérie, du temps de la colonisation, beaucoup de villages portaient des noms de Français. Par exemple, on avait une ville qui s'appelait Carnot, on avait une Orléansville, du duc d'Orléans, et on avait une bourgade qui s'appelait Affreville. Et donc à Affreville, très tardivement après la Deuxième Guerre mondiale, on a érigé une statue de Monseigneur Affre, plus réaliste que celle-ci. Et maintenant, après 1962, la statue d'Affreville a été rapportée dans l'Aveyron, où il y a donc désormais 3 statues de Monseigneur Affre. Et elle est plus réaliste parce que Monseigneur Affre est en simple soutane. Là, vous voyez, il est dans ses grands habits liturgiques, avec sa capeline, avec son rochet, etc. Il ne s'est certainement pas rendu en habit liturgique sur la barricade, mais il est allé simplement en soutane. Bon, voilà la dernière photographie que je voulais vous montrer. Et il est 6 heures, c'est parfait.